vous souhaiter la bienvenue ici au 123. Je suis Bart, un habitant d'ici. Je voulais en 2 mots peut-être vous expliquer un peu où vous êtes. Vous êtes donc dans un bâtiment qui appartient à la région wallonne, qui était vide pendant 4 ans, que nous avons occupé en mai 2007. Et nous, c'est un mix de personnes qui habitaient dans la rue, des personnes sans papier, des personnes militants, des artistes, des gens qui travaillent. Donc un mélange de gens qui depuis 6 ans maintenant, presque, vivent ensemble ici dans une forme d'habitat collectif, solidaire, clairement parti d'une action ou des actions pour le droit au logement, mais qui est devenu entre-temps aussi beaucoup plus que ça. Et donc voilà, bienvenue dans ce lieu un peu spécial à Bruxelles. Nous avons aussi un bar que nous mettons aussi à disposition ce soir, donc il y aura un petit concert de jazz après les débats, mais d'abord le débat. Et pour ça, je passe la parole à Julia ou Laura. Beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Ça nous fait plaisir de voir que ça intéresse pas mal de monde. Je voulais juste nous présenter. Donc avec Laura, on est parti d'une idée justement dans le cadre de l'année européenne du citoyen de faire un petit débat pour voir un peu non pas pourquoi l'Europe est en panne, mais les solutions qu'apporte et que peut apporter la société civile organisée ou non. Je vais vous laisser Laura présenter un peu notre petit collectif et je vous souhaite un très bon débat. Alors on est 6 jeunes diplômés qui avons entrepris cette grande expérience grâce à l'aide de tous ceux qui ont participé avec nous. On a travaillé tous de façon solidaire et on espère que ce soir ce sera une réussite et que vous aurez appris quelque chose. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'apporter ici avec nos orateurs qui ont eu, merci à tous d'être venus, des réponses et solutions concrètes pour savoir comment nous, citoyens, on pouvait relancer la machine européenne, relancer cette machine en panne. Merci à tous. Bonsoir. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Je suis désolé, mais notre ami Maroun Lavaki, journaliste, je suppose connu par vous, du journal Le Soir, c'est pas très loin, a un papier urgent à finir sur Chypre. Quelle surprise. Et donc il sera un peu en retard. On m'a demandé de me substituer à lui, ce qui n'est pas possible. Vous ne devez pas savoir qui je suis, on s'en fout, je ne suis pas important, c'est pas pour un là. Mais je suis chargé officiellement donc d'introduire le premier débat. Je vous situerai vite le contexte. Nos intervenants, nos panélistes, sur la base d'une question très courte que je vais leur poser et qui sort des enquêtes, etc., qu'ont faites Julia et Laura et autres, ils pourront répondre en maximum 5 minutes. Marc Tarabella m'a dit que c'est gigantesque 5 minutes, donc lui il a l'habitude au Parlement européen, on lui coupe la parole s'il parle trop longtemps, n'est-ce pas? Oui. Et donc chacun, je commencerai par M. Dassis, aura cette question, introduira 5 minutes, et puis surtout, on espère, bien entendu, avec vous avoir un débat. Chacun des panels, disons, durera 30 minutes. Ça va? Donc vous aurez l'occasion de poser des questions. Et j'espère que ce seront des questions et pas des commentaires. Je sais que c'est parfois un peu difficile, mais parce que sinon vous allez accaparer le temps et je vais devoir vous couper le sifflet aussi. C'est mon rôle, c'est pas que je veuille faire ça, mais bon, j'aime pas faire ça. Enfin bref. Donc, Yorios Dassis, qui est à ma gauche, enfin ils sont tous à gauche, mais il est président du groupe des travailleurs au Comité économique et social européen. Je vais tout de suite commencer par lui poser une question qui est donc sortie des petites enquêtes qu'ont faites nos jeunes filles, nos femmes, face au fait qu'on constate qu'il y a des mouvements de grève compréhensibles d'ailleurs à travers l'Union européenne. Est-ce que vous ne croyez pas que pour avoir plus d'impact, ne fût-ce que vis-à-vis des médias,
les syndicats ou travailleurs, les organisations de travailleurs ne devraient pas organiser le même jour une manif sur la même thématique un peu partout en Europe et pas seulement venir après à Bruxelles où on les écoutera à moitié ou pas. Voilà, vous avez maintenant 5 minutes pour nous dire ce que vous ressentez. Vous pouvez bien sûr sortir du sujet. Je vais me lever parce que je n'aime pas parler sans regarder les gens. Bon, alors prenez le micro dans la tête. Je peux crier aussi. Hein. Oui. La salle n'est pas... Bon, pour répondre à la question, il me faut 10 secondes. Oui. On a organisé la première manifestation européenne, j'avais la barbe noire, ou presque, en 88, si mes souvenirs sont bons, ici à Bruxelles. C'était plutôt symbolique. On a organisé une grande manifestation au Luxembourg. Les manifestants étaient peut-être plus nombreux que les habitants de la ville de Luxembourg. Et on a obtenu le chapitre emploi. Au moins, on a obtenu quelque chose à l'époque. On a organisé une grande manifestation européenne lors du sommet de Laken, 2001, si mes souvenirs sont bons. Bruxelles avait été complètement coupée, parce qu'on était plus de 100 000. Et c'est vous dire, même nos camarades hollandais qui ne participaient pas à ce genre de manifestation, ces jours-là, ils étaient là. Sauf qu'ils ne sont pas arrivés avec les bus à l'endroit des rassemblements. Et on a organisé le 15 mars une manifestation européenne, le 14 mars, mais le 13 mars, les organisations syndicales membres de la CES, de la Confédération européenne des syndicats, ont organisé des mobilisations dans les pays respectifs. Tout ça pour vous dire qu'on essaye de se mobiliser au plan européen. Mais se mobiliser sur un thème, on le fait, donc je vous ai cité le chapitre emploi. Le thème actuel, c'est non à l'austérité. C'est un thème générique. Nous n'avons pas beaucoup de résultats. Et nous n'avons pas beaucoup de résultats parce que les décideurs au niveau le plus élevé ne semblent pas se rendre compte de la situation qui est vécue par des millions et des millions de citoyens, en particulier des travailleurs salariés. Voilà donc la réponse. On essaye au plan syndical. Pour ceux qui ont milité dans une organisation syndicale, ils connaissent les difficultés d'organisation d'une mobilisation au plan national. Alors, au plan européen, ce sont des difficultés exponentielles. Mais nous essayons. Donc, je voudrais, puisque j'ai encore quelques minutes, vous dire d'abord que c'est avec un grand plaisir que j'ai dit oui tout de suite à Julia quand elle m'a proposé de participer à ce débat, pour la raison que je trouve que les vieux comme moi doivent parler avec les jeunes, dire leur opinion et écouter les jeunes. Et ensuite, le titre que vous avez mis, c'est un titre qui est vraiment d'actualité. Oui, l'Europe est en panne. Elle est même en grand danger. Et ce qui me désole personnellement, c'est que les jeunes ne peuvent pas ressentir, et c'est tout à fait normal, c'est que moi je fais partie de la génération qui, avec mes aînés syndicalistes, nous avons lutté d'abord pour la liberté, que nous n'avions pas, en Grèce, en Espagne, au Portugal. Nous avons lutté pour la paix, qui n'existait pas en Europe. Nous traversons actuellement la période la plus longue où l'Europe vit en paix, si on accepte la tragédie yougoslave. Nous avons milité pour l'entente des peuples et des travailleurs. Et c'est dans ce sens-là que mes aînés, donc la génération avant moi, ont milité avec force en faveur de la création de la première communauté européenne, celle du charbon et de l'acier. C'était un moyen de résoudre les questions, les divergences de points de vue entre États, non pas par les canons, par un dialogue. Et cette expérience a été concluante. Et je ne peux pas oublier, je le dis toujours, en étant à l'époque réfugié politique en Belgique, et j'ai discuté, j'étais militant syndical, j'avais des camarades mineurs qui étaient au chômage, mais en fait ils n'étaient pas au chômage. Ils disaient non, je ne suis pas au chômage, je suis à la CECA. Ils ne savaient pas ce que c'était la CECA. Ça ne veut pas dire que c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ils disaient c'est quelque chose d'européen.
Mais c'est très bien parce que j'ai tout mon salaire pratiquement, plus des cours de formation, donc pouvoir trouver un autre métier. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas un signal à envoyer aux citoyens, un signal de l'Europe. Les médias, ils parlent de quoi? Ils parlent de la bourse qui monte, qui descend, du pétrole qui monte et qui descend, et ils parlent beaucoup moins de la misère à laquelle est confronté un grand pourcentage de la population. Pas seulement dans le sud ou à l'est. Ça commence à devenir un grand problème dans l'ensemble des pays de l'Union. Alors que faire? Parce que d'abord, il faudrait envoyer un signal concret. Nous, comme groupe de travailleurs, nous avons formulé des propositions concrètes ces derniers temps. Malheureusement, les décideurs, et aussi ceux qui décident de proposer, la Commission européenne, a tardé à tenir compte de ces propositions. Mais au moins, la Commission Barroso en a tenu compte. Elle a tenu compte sur la taxation des transactions financières. Une vieille revendication que nous avons formulée à travers un avis adopté à une très large majorité. Donc il n'y avait pas que des syndicalistes, il y avait des représentants du groupe que nous appelons les intérêts divers, donc des organisations sociales autres qu'employeurs et travailleurs, mais aussi une partie du groupe des employeurs. Eh bien, le commissaire Lewandowski, peu après, est venu m'expliquer à moi, personnellement parlant, au nom du groupe travailleur, pour que cette opération est peut-être juste, correcte, cette proposition, mais qu'elle ne pouvait pas s'appliquer au plan européen. On a avancé l'argumentation, rien n'a été, mais 6 mois après, il y a 6 mois, la Commission Barroso fait une proposition de taxation des transactions financières. Nous avions calculé à l'époque, et à l'époque, ça se situe fin 2009, qu'avec 1 centime pour 1000, 1 centime pour 1000, l'Europe, l'Union européenne arriverait à rassembler entre 50 et 55 milliards d'euros. C'est-à-dire tout l'argent qui est mis à disposition, et ce n'est pas suffisant, pour le fonctionnement des fonds structurels. Autre proposition, lorsque la crise a frappé l'Irlande, puis la Grèce, nous avons tout de suite dit que ce n'est pas un problème irlandais, ce n'est pas un problème grec, c'est un problème qui regarde l'ensemble de l'Union. Et parlant au nom du groupe travailleur en janvier 2010, j'ai proposé à la présidence espagnole à l'époque, et je lui ai dit que ces problèmes regardent votre pays aussi, et si vous voulez affronter ces problèmes, il faut affronter les spéculateurs à l'échelle mondiale. C'est-à-dire les empêcher de prendre des États, des populations en otage, parce qu'on le sait, à la fin, qui paye les moins munis. Et nous avons formulé une proposition concrète. J'ai demandé au nom du groupe de travailleurs de mettre en place un mécanisme qu'il ne faut pas inventer. J'avais précisé, vous n'avez qu'à vous inspirer de la manière dont la Banque européenne d'investissement agisse. Qu'est-ce qu'elle fait cette banque? Comme elle offre un maximum de sécurité pour les riches qui déposent de l'argent, elle paye un minimum d'intérêt. Donc, elle va emprunter de l'argent sur ce qu'on appelle poliment les marchés financiers, à un taux d'intérêt très bas, et puis elle prête pour des projets précis à un taux d'intérêt à peine supérieur. L'Union doit faire cela à travers un mécanisme qui va chercher l'argent en payant très peu d'intérêt et qu'il prête aux États qui en ont besoin à un taux d'intérêt normal et pas un taux d'intérêt d'usurier tel qu'il a été appliqué à l'Irlande, à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne et en Italie. Et demain, ça sera la France et les autres pays, malheureusement, vont suivre. Si on veut éviter cette panne, il ne s'agit pas d'une simple panne, il s'agit d'une dégringolade. Plus d'un demi-siècle d'efforts ont été consentis par des hommes et des femmes qui croyaient à la coexistence pacifique, à la coopération des peuples. Eh bien, ces efforts-là risquent de s'écrouler en quelques années. Et pourtant, la solution existe. Parce que l'Europe n'est pas un continent pauvre. L'Europe, c'est toujours 500 millions de population, un peu plus même. C'est le volume commercial le plus élevé sur la planète, plus que les États-Unis d'Amérique, plus que la Chine, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est le continent
qui a un savoir-faire énorme, il faudrait mettre en place des politiques européennes, politiques industrielles, politiques commerciales. Il n'est plus acceptable qu'on importe des produits faits par des prisonniers, faits par des travailleurs et des travailleuses qui n'ont aucun droit, faits par des enfants, alors que des États siégeant au Bureau international du travail ont ratifié la convention interdisant le travail des enfants. Ces mêmes États, aujourd'hui, sont les champions d'exportation des produits par les enfants. Cela ne peut pas être résolu par un seul pays européen, quel qu'il soit. Je prends l'exemple de l'Allemagne, qui est le plus grand et le plus fort aujourd'hui. Non, il ne pourra pas affronter ni les États-Unis d'Amérique, ni la Chine, ni les économies montantes asiatiques. Donc la solution consiste à proposer des solutions européennes, et c'est ce que nous essayons de faire à travers toutes nos actions. Et là, je vais vous faire une autre confidence. Quand j'étais jeune, un peu comme vous, je faisais tout pour qu'on parle de la situation dans mon pays, la Grèce. Vous savez, les journalistes, c'est dommage que Maroun ne soit pas là, je l'ai connu dans le temps, les journalistes ne parlent pas de quelque chose s'il n'y a pas un événement. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On créait l'événement. On faisait des manifestations dures, bruyantes, contre le régime fasciste qui était encore en Europe. Et les médias parlaient. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous avons encore la liberté d'expression. Donc, ce que nous devons faire, jeunes et moins jeunes, c'est formuler des propositions concrètes. Pas rester dans des propositions génériques. Et je suis certain que les jeunes ont des propositions à faire. Il suffit qu'ils se mettent ensemble, qu'ils les formulent. Et là, je vous donne ma parole. De telles propositions, je ferai tout pour qu'elles deviennent d'abord position du groupe de travailleurs, et ensuite, si je le peux, et je pense arriver, de faire des positions du Comité économique et social européen qui se présente et qui veut être, et nous essayons qu'il en soit ainsi, vraiment un pont entre les citoyens et l'Union européenne. Voilà, j'ai été un peu plus long. Oui, mais c'est pas grave, je m'y attendais, c'est normal. Ce sont des débats tellement vastes qu'on n'a pas toujours l'occasion de résumer. Je pense que c'est une bonne introduction. En fait, en résumé, vous dites ce que beaucoup de gens demandent quand on voit les sondages d'opinion au niveau européen. Ils demandent plus d'Europe, pas moins d'Europe. Et vous allez me dire, oui, mais pas ce genre d'Europe-là. Je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, c'est pas l'inverse. Et vous avez mis le doigt déjà sur, sans le dire, le populisme, le nationalisme et tout et quoi. Je pense que vous avez en fait déjà introduit la deuxième question pour Franco Carminati, en ce sens que lui, je voulais lui poser la question donc, au nom de nos étudiantes, ou ex-étudiantes, est-ce qu'il y a, à votre avis, la possibilité de trouver une sorte de contre-pouvoir à travers des efforts de la société civile plutôt que, par exemple, le syndicat, ou est-ce qu'il faut essayer, la vraie question, de les grouper pour un même combat, société civile et association ou représentation de travail. Voilà. Je vais vous chronométrer, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai une certaine mansuétude. Je vais peut-être me mettre debout aussi. Si vous n'entendez pas bien, vous me dites, ou si je parle trop fort ou pas assez. Bien sûr, les questions, je dirais, des mobilisations. Bon, je fais partie d'un mouvement à taille depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, qui est un mouvement, je dirais, citoyen, d'information, d'éducation populaire, tourné vers l'action. Alors d'abord, il y a deux aspects dans ce que je viens de vous dire. Il y a d'abord l'éducation populaire. Et nous pensons que c'est une question fondamentale. Nous sommes, je dirais, un petit peu soumis à un régime, je dirais, des experts. Un certain nombre de questions, on nous les présente comme un petit peu compliquées, complexes, et de cette manière-là, on nous en dessaisit, on se trouve finalement, on nous met dans une situation où nous nous sentons, je dirais, un petit peu impuissants et incompétents devant les sujets. Nous pensons qu'il n'y a aucun sujet qui concerne la société, l'économie et notre vivre ensemble qui ne nous soit pas accessible. Et la première chose que nous devons faire, c'est absolument, nécessairement aussi, nous réapproprier toute une série de matières.
Bon, le mouvement Attaque, je dirais, a travaillé pas mal, a démarré sur les questions financières, mais finalement, on s'occupe, on se rend compte que devant un peu la gravité, les dérives, la gravité de la situation, on a besoin de se réapproprier un petit peu tous les sujets, un petit peu tous les objets qui font société. Bien sûr, les questions économiques, mais les questions économiques sont des questions sociales. L'économie est une science sociale. C'est pas une science de mathématiciens. Il faut s'enlever absolument ces choses-là de la tête et se réapproprier les questions. On vient de parler, par exemple, d'une question, je dirais, juste de la question bancaire, la question des banques et de banques centrales. On nous propose toute une série de solutions d'aller emprunter sur les marchés financiers. C'est une solution, elle a été évoquée. Il y a d'autres solutions, c'est d'emprunter tout simplement à nos propres banques et à nos banques centrales. Ça n'est pas évoqué, par le politique. Or, ce sont des solutions infiniment moins onéreuses, pas d'intérêt pratiquement à payer, et aussi beaucoup plus sûres, parce qu'on n'est pas soumis au chantage des banques privées. Je ne vais pas faire un débat sur l'économie aujourd'hui, juste pour vous dire que sur ces sujets-là, on élude dans les solutions qu'on nous propose des solutions qui, en fait, sont des solutions de bon sens, qui sont des solutions dans notre intérêt, mais qui ne sont pas les solutions dans l'intérêt de certains intérêts privés, et en particulier de la grande finance. Donc n'ayons pas peur d'avoir des débats, de nous réapproprier ces questions-là, parce que certaines solutions, on ne les mettra jamais sur la table si nous ne les forçons pas. Donc il y a un travail nécessairement à faire sur nous-mêmes pour nous réapproprier ces questions-là, qui ne sont pas des questions d'experts. La deuxième question, maintenant je vais venir sur la question très importante des mobilisations. En partant d'exemples comme celui-là et d'autres, on se rend compte aussi que si on veut attendre les solutions qui sont dans notre intérêt général, si on les attend des structures politiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, observer ce qui se passe au niveau européen, observer les plans d'austérité qui se passent au niveau national, si nous les attendons, nous pouvons rester assis et attendre longtemps. Tout ce que nous arrivons à récupérer, à recevoir de la part de tous les gouvernements européens et des instances européennes, ce sont des plans d'austérité. On a une tête comme ça, vous n'entendez que ça à la radio. Et pourtant, malgré tout, je dirais, quand vous écoutez, je dirais, de plus en plus d'économistes réputés, prix Nobel, ils disent tous que c'est contre-productif et idiot. Donc il y a une question absolument que nous devons comprendre aussi, en dehors de se réapproprier les questions économiques et sociales, on doit aussi bien comprendre que si nous ne nous organisons pas pour, je dirais, reprendre aussi une partie du pouvoir, nous ne pouvons pas espérer le bout du tunnel. On ne peut pas s'asseoir et attendre que le bout du tunnel arrive. Si on reste assis, le bout du tunnel n'arrive jamais. Il faut se remettre debout et avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut certainement faire beaucoup de choses. Et là, je dirais, après les mauvaises nouvelles, il y a quand même les bonnes nouvelles. C'est que, comme vous le savez déjà, pas mal d'entre vous, et ceux qui ne savent pas, ben, on va l'annoncer aujourd'hui, il y a des personnes, pas mal d'organisations qui s'organisent, qui se mettent ensemble et qui essayent effectivement d'abord se mettre ensemble pour recréer un rapport de force et ensuite d'affronter et de faire face aux institutions politiques que nous avons aujourd'hui. Je vais vous donner 2-3 exemples, enfin quelques exemples de mobilisation comme celle-là. Il y a d'abord des mouvements citoyens diffus et nombreux. Je pense que l'initiative d'aujourd'hui est une initiative comme celle-là, et la multiplication d'initiatives comme celle-ci sont excessivement importantes. Donc je salue d'abord les personnes qui ont organisé cette soirée-ci. Deuxième chose, je dirais, à une échelle même au niveau de la ville, je dirais plus organisée aussi, ou je dirais plus structurée peut-être dans le temps, vous avez aussi des groupes qui se mettent en place. Je vais juste donner un exemple ici, parce qu'il y a un représentant qui est devant moi. Vous avez des comités, je dirais ici par exemple à Bruxelles, comité Action Europe. Ils se sont mis en route en réaction au plan d'austérité, et ce sont en fait des comités d'action contre l'austérité en Europe. Ce sont des collectifs unitaires. Vous avez des syndicalistes, et on vient sur le sujet,
je dirais, mais qui viennent en leur nom propre, pas en tant que syndicats, ils sont syndicalistes, mais ils sont d'abord citoyens mobilisés par le sujet. Vous avez des personnes, des militants qui sont dans des organisations comme la nôtre et comme d'autres, et vous avez des simples personnes, simplement individus qui militent par ailleurs, mais qui se sentent la nécessité de se mobiliser. Et ce groupe-là est en route, je ne sais pas depuis combien de temps, depuis 2 ans maintenant. Voilà. Voilà, mai 2011, et donc ce sont des personnes qui se réunissent, qui débattent, et aussi surtout qui agissent, qui mènent des actions importantes. La dernière action importante, c'était pendant la manifestation qu'il y a eu ici à Bruxelles, et où ils ont pris l'initiative de faire une mobilisation au-delà de ce qui a été fait, disons, en masse par les syndicats, de se mobiliser pour faire des actions plus pointues et un petit peu plus incisives. Il faut saluer des initiatives comme celle-là, il y en a ici à Bruxelles et ailleurs en Europe. Et enfin, dernier exemple que je vais donner, nous avons depuis 4 ans lancé des initiatives dans ce sens-là, des rencontres européennes entre des syndicats, des ONG, ça fait 4 ans qu'on se rencontre, souvent à Bruxelles, parfois dans d'autres pays, et où nous essayons de construire ensemble, collectivement, une compréhension de la situation de crise dans laquelle nous sommes. Pour pouvoir agir, il faut d'abord avoir un diagnostic. Il faut se mettre ensemble, il faut y passer de temps, ce que nous faisons, et nous passons progressivement à des mobilisations. Nous avons pour le moment, je vais laisser quelques prospectus, un projet, il va exister, et il y a même une date, un lieu et des heures si vous voulez, le 7 et 8 juin à Athènes. Nous allons aller à Athènes pour faire un rassemblement de soutien politique à ce qui se passe en Grèce, qui est un laboratoire de la destruction sociale en Europe. Nous allons les soutenir et aussi, ensemble, syndicats, ONG, organisations, au niveau européen, commencer à mettre en place des actions communes, coordonnées, notamment pour essayer de faire au niveau européen. Déjà, il y a eu des amorces, je dirais, intéressantes. Le 14 novembre, il y a eu un début de grève, pas européenne, mais je dirais méditerranéenne. La péninsule ibérique, le Portugal, l'Espagne, auquel est venu se rejoindre un peu l'Italie, la Grèce et Chypre. C'est pas étonnant que ce soit ces pays-là, parce que ce sont des pays, disons, qui sont pour le moment en crise. Il y a eu quelque chose qui a été fait, et notre mouvement, un mouvement organisé, peut permettre de renforcer et d'élargir. Petit à petit, nous essayons de construire ces mouvements-là. Et donc, pour conclure, vous voyez qu'il y a de l'espace au niveau européen, au niveau de votre ville, ou au niveau, je dirais, d'initiatives comme celle-ci, pour vous investir. Et pour reprendre la parole de Stéphane Hessel, d'abord, indignez-vous, et son deuxième livre, son deuxième message, engagez-vous. Merci, merci beaucoup, Franco. Voilà, donc, vous l'avez vu, on a débordé, c'est toujours le cas, on ne va pas s'en faire, je ne pense pas qu'on soit à 5 minutes près, n'est-ce pas? Bon. Marc Tarabella est, entre guillemets, le seul politique à cette table, et donc, à ce titre-là, il est donc député européen pour le Parti Socialiste, mais il est aussi très branché économie sociale et solidaire. Alors Marc, la question que je veux lui poser, c'est est-ce que l'économie sociale peut être quelque chose comme une alternative à, disons, l'économie qui est aux mains des finances et compagnies traditionnelles? Mais ça va de soi que tu as le droit de déborder sur, comme tes collègues panélistes, sur autre chose. Hein. Bien. Est-ce qu'on a averti le dernier panel qui commence à 22h? Non, mais ça va venir. Bien, mais pour tout d'abord rebondir, bonsoir à tout le monde, mais pour rebondir aussi sur les propos qui ont été tenus, je vais répondre à la question. L'économie sociale, oui. Mais il faut d'abord assainir l'économie normale, l'économie réelle. Et aujourd'hui, on se rend compte que... Ça va dans le fond, vous m'entendez? On se rend compte que l'économie est davantage au service de la finance et pas des citoyens. Et que l'économie réelle n'est pas ajustée. Il faut se souvenir aussi d'où on vient. Moi, je suis un socialiste qui n'est pas honte de répéter, et pas seulement devant vous, public plutôt peut-être favorable aux causes progressives. J'ai lu le Capital de Marx, mais on est en plein dedans. Marx, dans le premier volume du Capital surtout,
il analyse les contradictions du système capitaliste au XIXe siècle. On est en plein dedans. C'est quoi les contradictions du système? On est en dedans, on doit vivre dedans. On peut se révolter tant qu'on veut, on est dedans. C'est quoi la contradiction du système? C'est qu'aujourd'hui, dans l'économie, les fruits, je n'ose plus dire de la croissance, il n'y en a plus. Mais les fruits produits par l'économie sont mal répartis entre les différents facteurs de production. Et qu'il y a une attaque en règle depuis plusieurs années contre le facteur de travail. Mais le facteur de travail, c'est les citoyens, qui sont aussi des gens qui font tourner l'économie. Et plus l'argent est mieux réparti, plus l'économie tourne, plus ça fonctionne correctement. Plus on réduit l'écart de revenus et donc de niveau de vie entre les personnes. Et on fait tout le contraire aujourd'hui. On fait tout le contraire parce que moi, j'ai pas toujours été... Si j'ai fait de la politique, c'est une passion depuis que j'étais étudiant, mais adolescent. J'ai travaillé dans une banque. Et je répète toujours cet exemple-là, et ça les ennuie, parce que parfois je le dénonce dans la presse, et alors ça fait tourner. J'ai travaillé à la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, que je vénère, parce que je vénère d'ailleurs un homme politique libéral. Il s'appelait Walter Frère-Orban, pas parce qu'il était liégeois comme moi, mais parce qu'il a créé la CGER et le Crédit Communal. Ce sont des institutions qui ont vécu pendant 130 ans, toutes les deux, plus de 130 ans, à la satisfaction du public auquel elles s'adressaient, les collectivités locales, pour le Crédit Communal, les épargnants, et ceux qui empruntaient pour acheter une maison ou un bien, pour la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite. Et puis, quand elles ont été privatisées, de fait, il y a eu aussi des erreurs, je ferai une autocritique des mouvements de gauche, et des mouvements socialistes, parce que quand nous étions majoritaires à 12 pays sur 15, ce sera une des conclusions, on n'en a pas profité pour aller vers l'Europe sociale, plus d'intégration sociale. Et que si jamais, par bonheur, on devait redevenir majoritaire au niveau européen, je l'espère, on doit retenir les leçons du passé, savoir d'où on vient, et ne pas recommettre les mêmes erreurs, et croire que le marché résout tout. Non, il faut des règles. Et clairement, quand Fortis était... CGE est devenu Fortis, Dexia, on en a encore parlé aujourd'hui, c'est une gabegie. Pourquoi? Parce que l'actionnaire, il veut une rentabilité sur fonds propres, démesurée par rapport à la situation ambiante. Il veut une rentabilité sur fonds propres à 2 chiffres, au détriment de son personnel, parce que quand même les banques, c'est quand même un monde qui va encore pas mal aujourd'hui. Ils virent les gens à 53 ans, 54 ans, on les dégoûte de travailler, plutôt que de les récompenser en fin de carrière, on les remballe parce qu'ils gagnent trop, ils coûtent trop cher, et donc hop, et on engage ou on n'engage pas. Et si on engage, c'est des jeunes à sous-statut. Et donc, c'est là la contradiction du système, notamment une des contradictions. C'est que, aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui investissent, à commencer par les pays, je ne veux pas être trop long, mais où il n'y a pas de système de pension publique, où c'est les fonds privés de pension qui font... Eh bien, c'est la dictature, c'est l'exploitation des ouvriers par les ouvriers indirectement. Parce que les fonds de pension, ils veulent 15, 16, 17, 18% de rentabilité. Ça, il n'y a pas de secret. On se trogne les clients, ou les usagers de ces sociétés, et le personnel, les salaires. On comprime tout au bénéfice du seul actionnaire de référence. Et aujourd'hui, l'Europe est en panne, oui, et tu disais tout à l'heure, à juste titre, qu'elle s'enfonce. Or, il faut croire à l'Europe. L'Europe, c'est, et tu l'as rappelé, c'est arriver à ce qu'on ne se tape plus sur la gueule, et qu'on essaye d'agir ensemble pour finalement vivre en paix. Ça a été possible, mais il faut que ça le reste. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des doutes, on peut avoir des doutes, quand on voit la résurgence de mouvements populistes, des xénophobes, le Jobbik, c'est des partis puants, ça, vraiment xénophobes et nazis, pro-nazis. Quand on crie, moi je critique aussi les mouvements démocratiques. Moi je suis revenu un jour de Strasbourg à Bruxelles, un jeudi, après la session, pour engueuler le Premier ministre slovaque, socialiste, qui avait fait alliance avec l'extrême droite, le SNS, pour faire barrage à la droite classique. Et bien maintenant, en Hongrie, c'est vrai que le parti pro-nazi, ou en tout cas xénophobe, n'est pas au gouvernement. Mais on réhabilite Miklos Horthy. Il m'arrive au Parlement, on croyait bien que c'est pas un lieu feutré. Hein. Moi j'ai gueulé en plénière l'autre jour, il y avait un Hongrois qui expliquait, du parti au pouvoir, qui expliquait que tout allait bien, que la démocratie n'était pas menacée. Je dis, Miklos Horthy, shame on you! Qu'est-ce qui est Miklos Horthy? C'est un pro-nazi qui a déporté 500 000 juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on rebaptise des noms de rues, des maires de la droite chrétienne démocrate rebaptisent des noms de rues de ce type et érigent des statues. Et le PPE, il laisse faire. Le parti de Wilfried Martens est numériquement important, mais on laisse faire tout ça, dans la banalité. Et donc c'est ça, contre ça qu'il faut aussi se heurter. Alors l'économie réelle, l'économie sociale, je viens à la question.
Je dis ce qui est bien dans l'économie sociale, c'est qu'il y a un partage, il faut aussi faire du bénéfice. Hein. L'économie sociale a des formes très différentes. En Espagne, c'est par exemple un grand groupe industriel qui s'appelle Mondragon, qui fait des machines à laver, du matériel électrique. C'est l'économie sociale. Ça peut être les coopératives, si vous voulez aussi, l'esprit mutuel, la mutualité. C'est tout ce qui fait en sorte que finalement l'humain est au centre des préoccupations. Il faut quand même faire du bénéfice, mais raisonnable, et le redistribuer correctement vers l'ensemble des acteurs. Donc, c'est difficile de trouver une définition précise d'économie sociale, mais c'est ça. C'est mettre, à mon sens, je la définis comme ça, c'est le facteur humain qui est au centre des préoccupations en essayant de tirer tout le monde vers le haut par une solidarité. Et c'est l'économie au service des personnes, et pas l'inverse. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et il faut s'insurger parce que on est en train de tiers-mondiser notre économie. Van der Laan hier a fait une action extraordinaire avec Madame de Koning. Ils sont allés en Allemagne et ils ont dénoncé, et d'ailleurs déposent plainte à la Commission européenne, contre l'Allemagne. Parce qu'on engage des pauvres bouchers et des bouchers roumains et bulgares à 4 € de l'heure pour dépecer les animaux, enfin découper la viande, hein, pas enlever la peau, découper la viande la nuit, le jour, à 4 € de l'heure. C'est aussi en Allemagne qu'on voit un site internet, je ne sais pas si je n'ai pas été vérifié les dernières semaines. Ça s'appelle jobdumping.de. Donc là, vous avez un job qui apparaît, et ceux qui veulent faire ce job précaire, ils postulent, et ils doivent postuler à la baisse. Donc il y en a un qui veut le faire pour 7 €, s'il y en a un qui veut le faire pour 6, il l'a. 5, 4, 3, 2, 50 centimes, il gagne. Comment c'est permis ça? Il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne. L'économie allemande a une face cachée. C'est 25 millions de précarisés, 25% de gens précarisés. Mais ils ont une industrie puissante, ils exportent, alors on dit que tout va bien. Mais c'est la face cachée de l'Allemagne. Alors, clairement, notre problème, au niveau européen, il y en a plusieurs. C'est qu'on ne se donne pas les moyens d'avoir une politique de relance. Et l'austérité est dans le mur. Je disais, la Grèce est un laboratoire, effectivement, de la précarisation. Mais comment c'est possible de dire, ah, les Grecs, ça ne va pas, et on va retirer 25% de la pension aux retraités, et on va éliminer les fonctionnaires, comme si c'était eux les coupables des maux de la Grèce. Bon, sûrement qu'il y a des problèmes dus à la gestion en Grèce, on ne va pas faire le débat aujourd'hui, hein, que ce soit par rapport à la perception de l'impôt, l'organisation de l'État, sûrement. Mais bon, la dette grecque, elle est plus petite que l'avoir des armateurs qui sont planqués à l'étranger, hein. Donc il faut aussi le dire. Clairement, nous ne nous donnons pas les moyens de notre politique au niveau européen, et je termine par là. Un exemple, et ça m'a d'ailleurs marqué, il y a quelques mois, au Japon, ils ont fait une parenthèse démocrate. Enfin, ils sont démocratiques, hein, le Japon c'est une démocratie. Mais la droite a perdu, le Parti libéral-démocrate a perdu les élections après 40 ans d'hégémonie, ou même plus. Il y a eu une parenthèse de 3 ans. Les gens en ont eu marre, et ils sont revenus à la droite. Bon, voilà, on peut peut-être s'en lamenter, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de faire une politique de relance. Il y a eu Fukushima qui est passé par là, donc de reconstruire la zone, etc., mais aussi relancer l'économie qui stagne depuis 20 ans. Et ils ont décidé de faire un investissement public de, je ne sais plus dire les milliers de milliards de yens, ça équivaut, je pense, à 170 milliards d'euros. C'est de l'ordre, c'est plus que le budget européen d'une année. 170 milliards, oui, c'est 135, 132, 133, 170 milliards d'euros. Mais le Japon, il est surendetté. Ils sont à 192% d'endettement de leur produit intérieur brut, qui est bien supérieur à ce qu'on nous dit en Europe. Il y a des pays qui sont peut-être à 120, 130, nous on est à 100, Luxembourg à 20, ça, il n'y a pas beaucoup comme le Luxembourg, hein, mais la moyenne, vous savez, pour rentrer dans l'euro, c'était 60%, c'est ce qu'on considère d'habitude, c'est généralement un peu plus élevé maintenant. Mais ils n'ont pas eu peur finalement d'appliquer ce que les économistes disent. Donc, tu les as cités tout à l'heure, Krugman, Stiglitz. Krugman a eu le prix Nobel d'économie parce que c'est un nouveau keynésien. Quand l'économie va mal, le public doit être le contrepoids et investir. Et quand l'économie va bien, le public peut peut-être se faire plus discret, il thésaurise un peu, et puis on laisse faire l'économie. Avec des règles, évidemment. Hein. Mais on les encense, ces gens-là. Oh, c'est merveilleux. Mais on fait tout le contraire en Europe. Et donc, clairement, aujourd'hui, c'est de changer notamment les règles de la Banque Centrale Européenne qui ne peut rien faire. Elle garde l'inflation à un niveau bas. Très bien, merci. Mais quand l'euro est menacé, l'Europe est menacée, les citoyens souffrent de plus en plus, on ne doit pas se contenter de ça. Il faut qu'on puisse faire tourner la planche à billets et investir de l'argent massivement dans des services et des biens utiles aux gens
qui vont être vecteurs d'emploi et d'espoir et relancer l'économie. Il y a des défis au niveau énergétique à mener, ben oui. On fait des stratégies de Lisbonne, et puis ça ne va pas. Et puis on fait des stratégies EU 2020, parce que c'est magique, 2020, ça fait 2020, bon, voilà. C'est des beaux slogans. Mais si on ne met pas des sous dans la machine, ça ne sert à rien. C'est du pipeau, c'est des beaux papiers, des belles brochures. Mais on suscite un espoir, et c'est intéressant. Comme la stratégie de Lisbonne, c'était intéressant. Mais alors il faut mettre des sous dans la machine pour que ça tourne. Et on ne l'a pas fait, et on ne le fait toujours pas aujourd'hui. Et donc clairement, il faut tourner le dos, je pense, aux politiques que l'on mène maintenant. Mais ça, il faut certainement un changement de cap au niveau politique, certainement, on l'espère en 2014, mais ça ne suffira pas, car au-delà du changement de cap, il faut que les politiques progressistes, je l'espère, qui émergeront, on a regardé l'Italie avec un peu de déception, il y aura l'Allemagne en septembre, ce serait bien que ça change, mais il faut que ça change en 2014 au niveau européen, que la Commission ait un autre visage, qu'elle donne du souffle. C'est pas vraiment le cas de M. Barroso, et je ne tape pas toujours sur la Commission. Je ne vous ai pas présenté M. Willier là. Tu es retraité. Non, mais lui, c'est un bon fonctionnaire, parce qu'il y a des bons aussi à la Commission. Évidemment, il y a des bons. Mais c'est le là qu'il faut donner autrement. Il faut donner un autre là, qui donne vraiment l'espoir aux citoyens dans des investissements utiles, et c'est comme ça qu'on relancera l'économie, et donc, quand je dis l'économie, c'est aussi avec une intégration sociale, et l'Europe, elle a pêché par pas assez de social. Je le vis encore aujourd'hui, dans certains dossiers, je m'occupe de la modernisation des marchés publics, et quand on voit les arrêts de la Cour de justice, qui disent que les services doivent circuler, quand on doit respecter. Moi, je suis en train d'essayer de faire respecter les conventions collectives de travail. Quand une entreprise vient d'étranger et qu'elle preste chez vous, c'est les conventions collectives de travail du pays où on preste le service, où on fait le travail, qui doivent s'appliquer. Et on me dit, mais tu t'opposes à l'arrêt Ruffert, à la jurisprudence. Et ma réponse est de dire, c'est pas le Parlement qui doit s'adapter, c'est pas le législateur qui doit s'adapter à la jurisprudence, c'est le Parlement qui doit voter des règles qui vont peut-être changer la jurisprudence. Et pas l'inverse. On est là pour faire des lois et pas pour subir des arrêts de cours de justice, même si à un moment donné on doit les respecter parce qu'on est légaliste. Et donc voilà, je pourrais encore vous parler, mais je n'ai pas envie parce que sinon on empiète vraiment sur le temps des autres et surtout sur le temps de possibilité de poser des questions. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant c'est à vous. Je vous signale que 2013 est l'année de la citoyenneté européenne. Et donc, il existe un truc qui n'est peut-être pas mirobolant, qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne. La citoyenneté a le droit, je dirais même le devoir, d'agir plutôt que de rester assis. C'est pas évident, c'est pas facile à organiser, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et c'est pas la panacée non plus. Je vous en prie. Merci. Oui, donc on dit c'est l'année de la citoyenneté européenne. Moi j'ai envie de dire, ça fait 2 ans qu'il y a des gens dans les rues, massivement, en Grèce, en Espagne, au Portugal. Moi j'ai l'impression que la jeunesse de l'Europe, celle qui a bercé dans l'Europe, celle qui n'a pas dû spécialement, je ne sais pas, apprendre des cours pour comprendre c'est quoi l'Europe, puisqu'elle est née dedans, c'est-à-dire ma génération, moi j'ai 30 ans, j'ai 32 ans, notre génération n'a pas dû à se faire à l'idée de l'Europe, on est né dedans. Et la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est que cette Europe-là, dans laquelle on est né et qu'on aurait imaginé qu'elle allait justement nous transporter vers un système peut-être moins néolibéral, plus social et plus proche des peuples, cette Europe-là, elle a complètement râpé le train. Il y a des gens qui sont dans des manifestations, qui utilisent tellement de modalités créatives pour se faire entendre, et qui ne se limitent pas à la bête grève Gare du Nord, Gare du Midi, qui sont vraiment dans des modalités où c'est une lutte politique, c'est une lutte artistique, créative, riche en expérience et en liens humains, et ces gens-là sont systématiquement, tout simplement, passés en silence complet. On a des manifestations qui durent depuis 1 an en Espagne, avec des mouvements sociaux hors syndicats qui s'organisent, qui sont très très frustrés par la lenteur syndicale, qui sont très très frustrés par les promesses politiques, et qui parlent, qui s'expriment de toutes les façons possibles, et ces gens sont en silence aujourd'hui. Alors si on prend le cas de la Grèce, c'est encore pire, où ils en sont déjà à des grèves générales sur tout le pays, ils en sont à la 10e ou à la 15e, on parle de risque de populisme et de nationalisme, et on a Golden Dawn au Parlement. Quand est-ce que l'Europe que les citoyens veulent bien construire, quand est-ce qu'elle va écouter les peuples? Moi, c'est vraiment une question que je pose.
Si vous me permettez, il y a une chose à éviter absolument, c'est ce qu'on fait beaucoup en France, c'est confondre, quand ils disent Bruxelles à la télé française, c'est pas la commission, je suis pas là pour défendre ma boutique, hein, je suis assez critique, croyez-moi, publiquement, vis-à-vis de mes supérieurs, j'en ai rien à cirer. Mais il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Quand on dit l'Europe, n'oubliez pas, c'est 27 gouvernements, et Marc est bien payé pour le savoir, qui prennent des mesures complètement absurdes, parce que c'est vrai aussi qu'il y a une Commission européenne qui ne joue peut-être pas, ou pas du tout parfois, son rôle d'arbitre. Mais donc je voulais quand même ce caveat-là. L'Europe, c'est 27 gouvernements aussi, hein, qui ne suivent pas ce que eux, par exemple, demandent. Enfin, c'est pas à moi de... la Commission de Bruxelles, c'est la pas... Commission européenne. Oui, en plus. Oui. Mais ça, c'est les Français. Hein. Vous êtes française, donc... Et j'ai une belle-mère qui s'appelle Marie-France et qui est anti-européenne, donc je sais de quoi je parle. Mais qui veut... La grève générale. Mon jeune ami là a dit les Grecs ont fait 10-12. C'est 17 journées de grève générale proclamées par la Confédération générale du travail de Grèce, qui est mon organisation. On n'a rien obtenu. Peut-être qu'on a sauvé, enfin si on peut parler de sauvetage, on est arrivé à un plancher. C'est quoi le plancher? Le plancher, c'est 520 € salaire minimum, alors que le salaire minimum avant l'intervention de la Troïka était à 723 €. Ce n'était pas un salaire fixé par la loi, c'était un salaire négocié entre la CGT grecque et les 3 organisations d'employeurs, industrie, commerce, PME et artisanat. Bien sûr, hors de la Troïka, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, voilà, vous diminuez le salaire minimum. Autre fait important, les patrons grecs ont signé avec nous une lettre commune. Ils l'ont adressée au Premier ministre de l'époque, qui était un ministre provisoire, M. Papademos, ancien vice-président de la Banque centrale européenne, personnalité très sympathique par ailleurs, je le dis sans rire. Une lettre par laquelle il disait, voilà, les partenaires sociaux demandent qu'on ne touche pas au salaire minimum négocié. La réponse de la Troïka a été, pas question. J'ai posé la question à M. Barroso. Il m'a répondu, la Commission européenne n'a jamais donné d'ordre à intervenir à l'intérieur des négociations collectives dans les pays membres, donc ce n'est pas la faute à la Commission. Mais ce n'est pas du tout le même discours qui a été tenu par le porte-parole de la Troïka. Donc qu'est-ce qui se passait en fait? La Troïka, c'est la Banque centrale européenne, c'est le Fonds monétaire international et c'est la Commission européenne, représentant des créanciers européens. Mais ces jeux-là, ça ne va pas, parce que c'est un jeu de dupes. Et il y a un autre phénomène aussi. On a prêté à la Grèce de l'argent. Sinon, c'était la faillite. De toute façon, un grand pourcentage de la population, c'est la faillite. Mais c'est significatif, même si actuellement, ça s'est corrigé. 30 milliards d'euros ont été prêtés par le Fonds monétaire international, qui n'a pas une bonne réputation, pour ne pas dire autre chose. Mais le Fonds monétaire international a exigé un taux d'intérêt de 3,05%. 3,05%. L'argent qui est venu, chers camarades du Parlement, des pays partenaires, les citoyens grecs ont dû payer 5,02%. 2 unités de plus. Alors, qu'est-ce que signifie? Il y a des pays membres de l'Union. À ce moment-là, il n'y avait pas que l'Allemagne, il y avait l'Allemagne, la France, la Belgique, certainement le Luxembourg, les pays scandinaves, qui pouvaient avoir accès à des emprunts à un taux d'intérêt inférieur à 3%, sûr et certain. Alors, quand on va chercher de l'argent à du 3%, je mets le maximum, et qu'on prête à un pays partenaire à du 5%, il ne faut plus parler d'action de solidarité, il s'agit d'une opération lucrative, et en fait,
les riches deviennent plus riches sur le dos des pauvres. Et c'est ce qui se passe actuellement en Europe. Maintenant, je souscris pleinement à ce que notre camarade a dit. Mais moi, je suis toujours d'avis, bon, avec mon expérience de bien vieux, il ne faut pas rester dans des propositions grandioses. Et je lui dis que je n'ai plus aucune confiance aux économistes, quels qu'ils soient. Parce qu'ils déclarent des choses après les événements. Où étaient-ils les grands économistes avant? Pour tirer un signal d'alarme. Pour dire par exemple que, voilà, mettez l'argent, il vient avec la théorie par après. Donc, je les affronte avec beaucoup de réticence. Alors, des propositions concrètes. Tu as évoqué le salaire minimum en Allemagne. Toi aussi. Bon, la position des syndicats allemands, elle n'est pas neuve. Il a fallu le temps. Parce que les salaires en Allemagne sont négociés au plan sectoriel. Si vous êtes belge, vous savez probablement qu'il y a une convention interprofessionnelle fixant le salaire minimum en Belgique. Il y a la même chose en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce. En Allemagne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas aux pays scandinaves. Non, en Italie, les salaires sont négociés aussi, comme une erreur. Maintenant, les syndicats allemands exigent, revendiquent un salaire minimum. Ça s'est dit à chaque manifestation, ça s'est dit dimanche dernier, j'étais au congrès de la CGT française, et la vice-présidente d'Écrivain a de nouveau avancé cette revendication. Et je pense que nous arriverons à un moment à avoir un salaire minimum, peut-être pas européen, parce qu'on ne peut pas parler d'un salaire nominal. Ça doit être un salaire fonction d'une grandeur économique, en tenant compte du niveau de vie, du coût de la vie de chaque pays, de chaque région, peut-être. Mais ce que nous devons faire, pas se préoccuper seulement de ceux qui ont un emploi. Il faut se préoccuper de ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui n'ont pas de revenus du tout. Donc, une mesure concrète consisterait à introduire la notion de revenu minimum pour tous les citoyens européens, de la même manière qu'il y a des fonds structurels, il y a un fonds social qui cofinance la formation professionnelle, on peut très bien concevoir avec une contribution, je ne dirais pas infime, mais ça ne doit pas être beaucoup, afin de créer un fonds qui ne laisse pas les gens dans la misère totale, qui ne laisse pas les gens crever dans le froid et crever de faim. Ça, c'est une proposition que nous avançons comme groupe travailleur. Bientôt, j'espère, je suis presque certain, je ne connais pas la majorité, que nous allons publier un avis du Comité économique et social européen sur l'initiative du groupe des travailleurs. Nous espérons avoir l'appui des camarades, au moins des camarades de gauche, en particulier socialistes, au niveau du Parlement européen, pour obliger la Commission, quelle qu'il soit, peut-être maintenant c'est une bonne circonstance, parce que M. Barroso, en fin de mandat, il fait preuve quand même de meilleure volonté, il faut dire, hein, par rapport à l'origine. Donc, pour obliger la Commission, d'abord, de formuler une telle proposition, et puis compter quand même sur les parlementaires européens qu'ils prennent leurs responsabilités en tant que représentants élus des peuples d'Europe, et qu'ils prennent responsabilités en public. Et là, nous pourrons compter qui sont avec nous, avec la population, avec les travailleurs, et qui est indifférent au compte. Okay. On prendra volontiers une deuxième question, peut-être une troisième. Je vous propose de la poser et de poser immédiatement l'autre question. On fait un pool et on verra alors comment répondre. Ça vous va? Donc monsieur d'abord, et puis vous passerez s'il vous plaît le micro derrière vous. Oui, moi je voudrais poser une question, pas simplement faire un commentaire. Je crois que ce qu'on essaie de faire, c'est de mobiliser le citoyen. Les syndicats, ils défendent les travailleurs. Enfin, ceux qui n'ont pas de travail, on ne sait pas qui les défend. Alors, le comité économique et social, on sait qu'il n'a qu'un pouvoir consultatif. Donc, moi, je voudrais bien savoir, poser la question simplement, le citoyen, que peut-il faire si ce n'est par les moyens démocratiques normaux, c'est-à-dire via les partis traditionnels? Et là, on peut se poser aussi des questions. Est-ce que c'est vraiment le canal pour aller faire changer les choses? Parce que c'est quand même eux
qui sont responsables de la situation actuelle des partis traditionnels. Donc voilà, je repose ma question. Qu'est-ce que le citoyen peut faire comme action pour faire changer les choses? Merci. Bonne question. Monsieur, plus loin, là. Voilà, en fait, moi je suis un pro-européen à la base, mais j'ai quand même une question beaucoup plus générale. C'est pourquoi on a été si vite dans l'intégration européenne, alors que quand on voit les pays actuels maintenant, il y a quand même pas mal de pays qui sont à la base et qui étaient peu solvables. Et donc j'ai l'impression qu'on a fossoyé un peu leur base en les intégrant si vite dans l'Union européenne, en fait. Voilà. D'accord, merci pour la question. Ces deux questions, je trouve très pertinentes. Alors, Marc, tu veux répondre? Il y a d'autres personnes qui vont la parole. Ah ben alors on vous la question, hein. Oui, non. Mais je vous passerai la parole à tous les trois. Hein. Mais comme Georges a déjà eu la parole, je vais... Bonsoir. Moi je vais rester un peu sur la même tonalité que monsieur. Il y a un grand désamour des peuples européens aujourd'hui pour l'Europe. On l'a vu, on le voit dans les élections. La faute à l'austérité probablement, au déficit démocratique aussi. Qu'est-ce que vous préconisez pour rendre au peuple l'amour de l'Europe? Et peut-être que vous pourriez venir, est-ce que vous êtes favorable à un vrai changement vers une fédération européenne avec un vrai gouvernement issu de la majorité au Parlement et un vrai budget autour de 15 ou 20%, par exemple, plutôt que de créer... Oui, juste encore peut-être 2-3 informations. On sait que le budget ne représente que 1% de l'ensemble des PIB de tous les pays des États membres. On se demande effectivement pourquoi c'est si peu. Et puis, par rapport à l'année de la citoyenneté européenne, les citoyens qui voudraient proposer des directives, il faut déjà qu'ils réunissent 1 million de signatures, plus encore des tas d'autres conditions avant de pouvoir être seulement entendus et que leurs propositions puissent arriver au bon endroit. Donc, je veux dire, ok, on ne donne pas non plus aux citoyens européens on ne réunit pas toutes les conditions nécessaires pour réellement leur donner la parole et aider la population à exprimer son desiderata et ses idées. Moi, je veux bien, si vous voulez, après répondre en aparté à madame sur l'initiative citoyenne. Je vous signale quand même qu'on est 1 demi-milliard d'habitants, bon, en comptant les bébés qui n'ont pas voix au chapitre, mais on peut en parler après, je ne veux pas vous accaparer avec ça maintenant. Alors, qui veut commencer? Tu veux y aller, toi? Le micro fonctionne? Ok. Alors, je vais essayer de réagir très brièvement, parce que nous n'en sommes jamais qu'au premier panel et il y a encore beaucoup d'intervenants après. Et d'abord sur le sujet du projet européen. Bon, je fais partie d'une organisation, comme je vous ai dit, ATTAC, où on s'est mobilisé très fort sur la question européenne. A priori, pas mal de personnes étaient pro-européennes au départ. Nous sommes toujours majoritairement pour un projet ou une certaine forme d'Europe. Cependant, je dirais, en voyant un petit peu la situation, l'évolution, en réfléchissant un petit peu sur la question, nous nous sommes rendus compte récemment que nous devions remettre la question en chantier. Je dirais l'Europe pour l'Europe n'a pas tellement de sens. Il faut d'abord définir ce qu'on veut faire au niveau européen et ensuite mettre les moyens qui correspondent au projet en question. L'Europe pour l'Europe, je dirais, c'est un petit peu une chimère où on ne voit pas très bien à quoi ça peut mener. Aujourd'hui, ça ne mène pas nécessairement, je pense, à la paix. Quand on voit un petit peu l'attitude et le ressentiment de certaines populations par rapport à d'autres en Europe aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le projet européen aille dans la direction de la paix aujourd'hui entre les peuples. Et effectivement, si on veut faire plus tard un projet avec un certain type d'intégration, il faudra un autre type de budget que ce qu'on a maintenant. Mais la question est importante, mais je pense que bien après, on doit d'abord définir le projet et ensuite mettre les moyens qui vont avec.
En ce qui concerne la question maintenant de Ben, on y a répondu en partie, mais je pense pas totalement. Il y a eu d'autres questions importantes sur la question des partis et de la démocratie. Je vais repartir de la réflexion de Ben. Ben disait, est-ce qu'on peut, je dirais, imaginer des mouvements citoyens plus importants que ce qu'on a connu en Grèce? La manifestation de mécontentement est massive et durable. Il est clair que les Grecs, dans leur vaste majorité, sont contre les politiques qui sont menées. Malgré tout, quel que soit le parti pour lequel ils votent, ils ont la même politique. Est-ce qu'on peut imaginer des mobilisations plus importantes que les mobilisations qu'on a en Espagne ou au Portugal il y a quelques jours? En Espagne, quand ils descendent dans les rues, c'est des millions. Ils en ont jusque-là des politiques contre-productives, destructrices qu'ils subissent actuellement. Et pourtant, quand ils votent à droite, et puis à gauche, et puis maintenant à droite, ils ont pratiquement aussi toujours les mêmes politiques, les politiques d'austérité, dont personne ne veut en Espagne. Et quand on parle de régime démocratique, c'est très bien. Moi, je vous invite, je ne vais pas vous donner la conclusion, je vous invite à une réflexion. Quand vous avez la population qui est massivement, majoritairement et de manière pérenne, je dirais, contre les politiques, et quelle que soit la manière dont elle vote, elle a les mêmes politiques, il y a quand même des questions à se poser sur le régime dans lequel on vit. Excusez-moi. Est-ce qu'on doit, comme des robots lobotomisés, continuer à appeler ça la démocratie? Alors, je vous invite à réfléchir, à regarder ce qui se passe et à apporter votre propre réponse. Et il y a des personnes qui commencent à apporter des réponses quand même à cela. Si vous regardez ce qui se passe en Italie, le mouvement Cinque Stelle, Beppe Grillo, etc., dont on peut dire n'importe quoi. Moi, je n'ai pas un avis définitif sur la personne. Mais quand vous regardez les journaux, tout ce qu'on arrive à dire d'un personnage d'un mouvement comme celui-là, c'est du populisme. Bon, et si être populaire, c'est du populisme, on peut appeler ça du populisme. C'est quand même une réaction populaire à un certain mécontentement, à, je dirais, le manque de débouchés dans les partis politiques traditionnels. Quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, observez, renseignez-vous, vous allez voir que la revendication numéro 1 des mouvements espagnols, ils ont bien sûr des problèmes économiques, etc., plus graves que chez nous. Mais leur revendication principale n'est pas d'ordre économique, ils ne demandent pas du pouvoir d'achat, ils demandent la démocratie réelle maintenant. Démocratie réelle, il y a maintenant. C'est leur revendication première. Est-ce qu'ils sont idiots? Des millions de personnes, d'Espagnols sont idiots? Ils peuvent observer ce qui se passe chez eux, ils voient très bien que leurs demandes ne seront pas rencontrées, quelle que soit la manière dont ils votent aujourd'hui. Il y a donc au niveau des institutions une réflexion très importante, fondamentale à avoir, que ce soit au niveau des institutions européennes, où là c'est presque pire, qu'au niveau même des institutions politiques dans chacune des nations. Merci. Okay, ouais. Marc. On peut lui passer le micro. Moi, je suis un vrai populiste parce que c'est ce qu'a dit M. Mesdac, le patron des magasins Champion. Il m'a traité de populiste quand j'ai dénoncé le fait que les magasins jetaient la nourriture, pourtant saine, étiquetée bœuf alors que c'est du cheval, mais plutôt que de la donner notamment aux banques alimentaires qui vont d'ailleurs avoir moins de moyens si le budget européen est celui qui est donné. Donc j'accepte l'étiquette de populiste dans ce cas-là et j'en suis plutôt fier. Mais monsieur, pour répondre à votre question, les partis traditionnels, je ne me permettrai pas de vous dire continuez à voter pour les partis traditionnels. Vous votez pour qui vous voulez, mais surtout votez. C'est important. Et pour qui que ce soit, vous avez le choix en Belgique, sur tout l'échiquier politique. Et à un moment donné, ben oui, j'ai pas envie de faire de la pub, on n'est pas tous les mêmes. Et ça m'énerve parfois aussi quand j'entends dans d'autres débats dire « Ah, les politiques, vous êtes tous les mêmes ». Non, on n'est pas tous les mêmes. D'ailleurs, petite pub, les 5 socialistes belges du Parlement européen sont d'ailleurs les seuls socialistes du groupe socialiste et démocrate. Nous sommes l'aile gauche du Parti socialiste européen. Nous avons voté contre le Tupac la semaine passée, donc ce qui nous conduit comme un mouton. Malheureusement, les chefs de gouvernement ne savent pas faire autrement, parce que le chef de gouvernement qui va dire « on ne veut pas de vos règles », eh bien, c'est pas 5% qui va emprunter, c'est à 10, 12, 14, parce qu'il y a un jeu, oui, peut-être 20. Il va y avoir un effet de déferlante sur l'État qui va... Et alors, je ne vous parle pas des agences de notation, etc., de tout ce système qui étrangle tout le monde. Mais je rêve d'un chef d'État européen, de la zone euro,
qui à un moment donné va en avoir ras-le-bol, et qui va faire comme l'a fait M. Kirchner en Argentine, dont on ne parle pas beaucoup. On a beaucoup parlé de Chavez, on parle beaucoup de Lula, c'est vrai, des personnages que l'on peut respecter. Mais Kirchner, on n'en a jamais parlé. Et quand l'Argentine était dans une crise terrible, il a envoyé dinguer, comme on dit, peut-être un peu vulgairement, le FMI. Il a dit, je ne fais pas vos solutions. Vous allez appauvrir les gens. Et hop, il les a envoyés promener. Et puis il y a eu une fédération latino-américaine qui a quand même fait changer la face du continent sud-américain, qui a en plus vécu sous d'autres régimes, beaucoup moins démocratiques, voire des dictatures, que nous, on a connues aussi en Europe. Et donc, un passé qu'on voudrait voir évoluer. Donc ça, c'est un déclic peut-être. Donc je le souhaite clairement, je vous le dis clairement, à un moment donné, on ne peut plus accepter d'être comme des moutons essuyés. Alors, vous avez la mobilisation politique, mais aussi citoyenne, et je ne la mets pas en opposition, on a tous de multiples appartenances. Moi, je viens de créer dans ma commune un GAC, groupement d'achat local, mais groupé, achat citoyen, pour essayer de faire vivre des petits producteurs, que ce soit de légumes, de viande, achat direct, circuit court. C'est aussi un combat qui fait vivre l'économie locale et peut-être contribuer à la relancer ou à la développer. Et donc, il y a de multiples combats qui sont, quand ils sont justes, ben, je crois qu'il faut les mener, et il ne faut pas mettre en opposition le politique et pas le politique. D'ailleurs, moi, je ne devrais pas vous le dire parce que peut-être que je vais être impopulaire si je dis ça, mais je n'aime pas quand on parle de société civile et de politique. Le politique fait partie de la société civile. On essaye de respecter les limitations de vitesse, comme tout le monde. Et quand je suis dans mon village et que je fais mes courses, ben les gens ils m'attrapent pas. Et je dois avoir un petit carnet parce qu'ils me demandent des renseignements, des trucs. Et c'est normal, le politique fait partie de la société. Il a juste une parcelle de responsabilité à un moment donné, et normalement de manière temporaire. C'est vrai qu'il y en a qui s'accrochent, c'est vrai. Mais on peut être élu, c'est pas un défaut. Mais clairement, je crois que c'est fondamental à dire. Les deux intervenants, monsieur et monsieur, par rapport au doute, vous aussi au départ, par rapport à la citoyenneté, hein, mais c'était par rapport au doute. Vous avez très bien dit, j'étais pro-européen à la base et maintenant je commence à douter. Alors l'austérité passe par là. Je pense qu'il n'y a pas que l'austérité. L'Europe a commis a posteriori, c'est peut-être facile de le dire. On le dénonçait déjà à l'époque. Madame a parlé du 1%, je fais la liaison avec tout le monde. Le 1% du budget, c'est évidemment insuffisant. On aurait besoin de plus d'Europe et de mieux d'Europe et on en fait moins. Par contre, en 2004, quand on a élargi l'Europe aux pays, et vous avez aussi employé le terme qui n'était peut-être pas solvable, moi je dirais qu'il y avait un niveau d'abord différent du nôtre, un niveau de vie. Mais aussi, ça est arrivé dans le passé, avec la Grèce en 81, avec l'Espagne et le Portugal en 86. Mais quand l'Europe des 6 se constitue en 57, après la CECA, en 51, bah, l'Italie, c'est pas le même niveau de vie, selon les régions, que le Luxembourg ou la Belgique. Mais il y a eu des politiques de solidarité, de fonds structurels, de mise en commun de ressources. Et en 2004, on a tourné le dos à ça. On a dit, on intègre 10 nouveaux pays, avec des niveaux de vie tous quasi inférieurs à la moyenne européenne, et certains très inférieurs. Et on ne s'est pas donné le moyen de faire des politiques de solidarité à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Pire même, et c'est là qu'a commencé le doute des citoyens, je pense, c'est qu'on a vendu aux pays de l'ex-Europe centrale, de l'Est, le fait qu'ils allaient pouvoir obtenir des marchés et venir nous concurrencer sur nos marchés. Directive sur le détachement des travailleurs, elle est plus ancienne. Mais compétition. Et on a remplacé la solidarité et l'intégration sociale par la compétition et la concurrence. Et quand j'entends les simples gens de chez nous dire c'est scandaleux, c'est des ouvriers portugais qui sont venus sur le chantier dans des conditions, ils dorment sur le chantier, etc. Maintenant, c'est des Roumains. Les gares belges, l'année passée, étaient nettoyées par des ouvriers roumains illégaux la nuit. Et quand l'inspection sociale l'a découvert, on découvre que c'est 8 entreprises en cascade, une sous-traitance non contrôlée, qui fait que les pauvres malheureux, donc chacun se sucre un peu au passage. Et ça, je lutte contre ça pour le moment dans les marchés publics. Et c'est difficile. Donc chacun prend une commission, n'endosse aucune responsabilité, ne travaille pas, et finalement le dernier qui travaille, il fait travailler les gens comme des esclaves. Ça ne va pas. Quand la prison de Marchand-Famenne, parce qu'on construit des prisons en Belgique, on en a besoin, énormément, elles sont trop vieilles, Saint-Gilles par exemple. Quand on construit la prison de Marchand-Famenne, et que vous entendez à la télévision, que malheureusement encore des Roumains, parce qu'il y a des filières évidemment mafieuses, des ouvriers roumains sont obligés de téléphoner à leur famille en Roumanie pour qu'on leur envoie un peu de pognon pour pouvoir manger parce que ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas payés. Ça se passe en Belgique. Et donc, c'est contre ça qu'il faut agir. C'est
et ce que je disais tout à l'heure, on a loupé le train de l'intégration sociale, essayer de tirer tout le monde vers le haut par des règles qui jouent les citoyens les uns contre les autres. Et ça génère le doute, le désespoir pour certains qui perdent leur job, et ceux qui viennent travailler sont peut-être contents parce qu'ils gagnent plus que ce qu'ils auraient en restant au pays. Mais quelque part, on joue la concurrence plutôt que la solidarité. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, si on veut tourner le dos aux politiques actuelles, c'est davantage d'intégration sociale qu'il s'agit. Et de donner, par les fonds européens, à la hauteur des attentes, et monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous, à une condition, un budget plus fédéraliste européen avec 20-25% du budget, un peu comme les États-Unis, disons-le, les États-Unis d'Europe, pour lesquels avait plaidé Guy Verhofstadt, d'accord, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Et que c'est une politique vraiment d'intégration, et d'essayer d'aspirer tout le monde vers le haut, de faire redémarrer l'ascenseur social, et donner espoir à tout le monde, et de ne pas jouer comme on joue aujourd'hui, les uns contre les autres, parce qu'alors, il vaut mieux alors moins d'Europe, si c'est pour continuer à jouer dans cette pièce. Merci. Je vais repasser exceptionnellement à sa demande générale. 2 minutes à Georges. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ajouter, répondre parce que. Vas-y. Je n'évite pas de répondre. Bon temps, hein. Ça marche ou non? Europe fédérale, ma réponse personnelle, mais ça fait partie au moins d'un grand groupe de syndicalistes, oui, c'est la solution. Budget. Au niveau du groupe de travailleurs, j'en étais rapporteur pour la période précédente, nous avions demandé au moins 1,3% du PIB. Mais qu'est-ce que vous voulez obtenir quand vous avez un gouvernement britannique qui n'a pas honte de proposer 800 milliards, donc 20% de moins que ce que la Commission européenne, non, plus que la... ça ne va pas, ce n'est pas comme ça. Alors, pourquoi j'ai demandé la parole? Nous devons être tous vigilants. Si ça continue dans cette dégringolade, ce n'est pas la prospérité, la dignité et la paix qui va être au-dessus, mais ça sera la culture de la haine. La haine va engendrer la guerre, et les jeunes d'aujourd'hui risquent de connaître ce que mes aînés ont connu. Moi, je n'ai connu que la guerre civile grecque. Ça, c'est les grands dangers, et je pense qu'on doit se mobiliser sur ces thèmes. Et pour répondre au monsieur qui a dit que les syndicats s'occupent des travailleurs, non, je ne suis pas de cet avis. Je sais qu'il y a parmi mes camarades qui se préoccupent surtout des intérêts des travailleurs de la corporation qui les représente. Je plaide toujours en faveur d'un syndicalisme d'abord interprofessionnel et un syndicalisme qui se préoccupe de la population. Et c'est pour ça que j'ai annoncé la proposition qui ne regarde pas seulement les travailleurs salariés, mais qui regarde l'ensemble de la population. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps est passé. Et un grand merci de votre attention.